Laisse-moi ouvrir cette réflexion par une vérité simple, mais profonde. Une vérité que beaucoup entendent sans jamais réellement lui permettre de pénétrer leur esprit, de s'y installer, de transformer leur manière de voir le monde. La richesse n'est pas un cadeau du destin. Elle n'est pas une faveur mystérieuse accordée à quelques privilégiés. Elle n'est pas une loterie réservée à une minorité chanceuse. Elle n'est pas un hasard qui tombe du ciel au bon moment sur les bonnes personnes. La richesse est une construction, lente, consciente, exigeante. Elle est le résultat d'un travail intérieur et extérieur. Elle est le fruit d'une pensée claire, d'une discipline constante, d'une vision précise et d'un engagement profond envers sa propre évolution. Elle ne descend pas comme une pluie miraculeuse. Elle ne vient pas frapper à la porte de celui qui attend sans agir. Elle ne s'offre pas à celui qui espère sans se préparer. Elle se prépare avec sérieux, elle se mérite avec effort. Elle se cultive avec patience, avec lucidité, avec volonté et surtout avec constance. Car sans constance, même les meilleures intentions finissent par s'éteindre. Regarde autour de toi, observe la nature avec attention. Prends un instant pour contempler le travail du cultivateur, celui qui façonne la terre avec ses mains, celui qui comprend les saisons, celui qui respecte les lois invisibles de la croissance. Il ne s'assoit pas au milieu de son champ en espérant naïvement que la récolte viendra d'elle-même. Il ne se contente pas de rêver d'abondance. Il agit, il prépare, il s'engage. Il sait que chaque saison a son langage. Il comprend que la terre répond à des règles précises. Il choisit ses semences avec soin. Il prépare le sol avec patience. Il protège ce qu'il a planté contre les dangers. Il accepte le temps nécessaire à la transformation. Il ne confond pas vitesse et maturité. Il ne réclame pas les fruits avant d'avoir respecté le processus. Il avance avec discipline, avec confiance, avec respect pour le temps, car il sait que toute croissance authentique demande du temps, de l'attention et de la persévérance. Et c'est exactement là que réside la leçon essentielle, car la richesse fonctionne de la même manière. Elle obéit à des principes, elle répond à des lois, elle récompense ceux qui apprennent, ceux qui s'adaptent, ceux qui persévèrent malgré les obstacles, ceux qui prennent au sérieux ce que la majorité traite avec légèreté. Elle ne se donne pas à celui qui improvise sans direction. Elle ne reste pas auprès de celui qui agit sans discipline. Elle ne grandit pas dans le chaos. Elle se développe dans la clarté, dans l'organisation, dans la répétition des bonnes actions. Comprendre cela, c'est déjà franchir une étape décisive. C'est déjà sortir de l'illusion pour entrer dans la construction. Il faut alors saisir une vérité encore plus profonde. La richesse n'est pas uniquement une question d'argent accumulé. Elle est d'abord une question de capacité. Une capacité à penser correctement, à faire des choix alignés, à prendre des décisions avec lucidité, à protéger ce qui compte réellement, à dire oui aux opportunités qui élèvent, et non à tout ce qui détourne de la trajectoire. La richesse, au fond, c'est de l'espace dans la vie, c'est de l'air dans la respiration. C'est une liberté intérieure qui se manifeste dans les décisions quotidiennes. C'est la possibilité d'avancer avec dignité, avec sérénité, avec une puissance d'action plus grande. Elle ne se limite pas à des chiffres. Elle s'incarne dans une manière de vivre, dans une manière de penser, dans une manière d'agir face au monde. Et lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose change profondément. Quelque chose se réveille. On cesse de traiter l'apprentissage financier comme un sujet secondaire, comme une option que l'on repousse à plus tard. On commence à le considérer comme une priorité majeure, comme une compétence vitale, comme un pilier fondamental de sa propre construction. On réalise que l'ignorance a un coût, que l'improvisation a des limites, que l'absence de discipline finit toujours par se payer. Alors une question se pose, une question qui ne peut plus être évitée, une question qui demande une réponse honnête, directe, sans détour. Si ton avenir dépendait de ta capacité à créer de la valeur, à gérer tes ressources, à faire grandir ce que tu possèdes, prendrais-tu le temps de l'étudier sérieusement ou continuerais-tu à avancer à l'aveugle, à improviser, à espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes? La réalité est simple et elle ne laisse pas de place à l'illusion. Ton avenir dépend déjà de cela, que tu en sois conscient ou non, que tu l'acceptes ou non.
Ta vie est déjà influencée par ta manière de comprendre et de gérer la richesse. Et c'est précisément pour cette raison qu'il devient essentiel, urgent même, de changer de regard, de passer de l'attente à l'action, de l'ignorance à la compréhension, de la passivité à la construction. Car tout commence ici. Dans cette prise de conscience, dans cette décision silencieuse mais puissante de ne plus subir, mais de bâtir. Il faut maintenant aller plus loin dans cette compréhension, approfondir cette idée avec sérieux, avec lucidité, car saisir la nature de la richesse ne suffit pas. Il faut aussi comprendre ce qu'elle transforme réellement dans une vie, ce qu'elle influence en profondeur, ce qu'elle permet de libérer, ou au contraire ce qu'elle peut limiter lorsqu'elle est absente. La richesse ne se résume pas à une accumulation de chiffres sur un compte, elle est bien plus vaste. Bien plus subtile, elle touche à la manière dont une personne respire, pense, agit, choisit. Elle s'infiltre dans chaque décision, dans chaque possibilité, dans chaque horizon que l'on ose ou non envisager. Elle est une forme d'espace intérieur et extérieur, une marge de manœuvre qui permet d'avancer avec plus de calme, plus de clarté, plus de maîtrise. Elle devient une respiration dans un monde où beaucoup vivent sous pression, sous contrainte, sous urgence permanente. Sans ressources suffisantes, même les intentions les plus nobles peuvent rester enfermées dans le domaine du souhait, dans le territoire fragile des rêves non réalisés, car vouloir ne suffit pas toujours lorsque les moyens manquent. On peut désirer protéger ceux que l'on aime, mais se retrouver limité face aux réalités matérielles. On peut vouloir soutenir une cause juste, mais ne pas avoir la force concrète d'agir. On peut rêver de bâtir quelque chose de durable, de transmettre, d'élever, de contribuer, mais être constamment freiné par l'absence de stabilité financière. Et c'est là que la richesse révèle sa véritable nature. Elle n'est pas simplement un confort, elle devient un levier, un outil de transformation, une passerelle entre l'intention et l'action, entre le rêve et la réalité, entre l'idée et sa concrétisation. Lorsqu'une personne comprend cela, quelque chose se réorganise en elle, une nouvelle manière de voir le monde émerge, une nouvelle responsabilité apparaît. Car il ne s'agit plus de juger la richesse, de la craindre ou de la rejeter. Il s'agit de l'étudier, de la comprendre, de l'apprivoiser avec intelligence. La richesse, entre des mains désorganisées ou inconscientes, peut devenir destructrice, comme n'importe quel outil puissant. Mais entre des mains disciplinées, réfléchies, guidées par des valeurs solides, elle devient une force de construction extraordinaire, capable d'ouvrir des chemins là où il n'y avait que des obstacles, capable de créer des opportunités là où tout semblait fermé. Il arrive alors un moment décisif dans une vie, un moment silencieux mais déterminant, un moment où l'on cesse de regarder à l'extérieur pour chercher des excuses, un moment où l'on accepte de se regarder sans masque, avec honnêteté, avec courage. C'est le moment où l'on reconnaît que le manque de moyens n'est pas toujours une fatalité imposée par la vie, mais parfois le reflet d'un manque de compréhension, d'un manque de préparation, d'un manque de philosophie adaptée. Cette prise de conscience peut être inconfortable, elle peut bousculer l'ego, elle peut remettre en question des années d'habitude ou de croyances. Mais elle est profondément libératrice, car elle redonne du pouvoir, elle redonne une direction, elle redonne la possibilité d'agir. Tant que l'on attribue tout au hasard, aux autres, aux circonstances, au destin, on se condamne à l'impuissance, on reste dans une posture d'attente, on espère sans construire, on subit sans transformer. Mais dès que l'on comprend qu'il existe des principes, des lois, des stratégies, des disciplines qui gouvernent la création de richesse, alors quelque chose change, on reprend le contrôle, on devient acteur. On commence à orienter sa vie au lieu de la laisser dériver. Cette bascule intérieure est essentielle. Elle marque le passage entre la passivité et la responsabilité, entre la confusion et la clarté. Si l'on souhaite réellement une vie différente, il devient évident qu'il faut apprendre différemment. Il faut élargir sa manière de penser, dépasser les limites anciennes, accepter de voir plus grand, non pas dans une illusion, mais dans une construction réfléchie. Si l'on veut plus de liberté, il faut développer plus de maîtrise, car la liberté sans discipline devient rapidement une illusion fragile. Si l'on veut plus de résultats, il faut accepter plus de responsabilités, car chaque progrès demande un engagement, une cohérence,
une rigueur dans les choix quotidiens. La richesse ne se construit pas sur des intentions floues, sur des efforts irréguliers, sur une vision confuse. Elle se développe dans la précision, dans la constance, dans la répétition d'actions alignées avec un objectif clair. Elle ne naît pas dans l'improvisation. Elle s'ancre dans une structure, dans une organisation, dans une compréhension progressive des mécanismes qui la gouvernent. Elle demande de la patience, de la persévérance, une capacité à continuer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, une capacité à croire dans le processus avant même d'en voir les fruits. À partir du moment où une personne décide de devenir véritablement étudiante de la prospérité, tout commence à évoluer. Sa perception change, ses décisions deviennent plus conscientes, son rapport à l'argent devient plus mature, plus stratégique. Elle ne voit plus l'argent comme un mystère inaccessible, mais comme un langage à apprendre, comme un système à comprendre, comme un flux qui suit certaines règles. Elle découvre que l'argent n'aime pas le désordre, qu'il ne reste pas là où il y a de la confusion, qu'il circule là où il trouve de la valeur, de l'organisation, de la vision et de la confiance. Elle comprend que les revenus ne sont pas figés, qu'ils peuvent être créés, développés, diversifiés. Elle réalise que les habitudes peuvent être transformées, que les compétences peuvent être acquises, que les erreurs peuvent être corrigées, que rien n'est définitivement bloqué. Elle cesse alors d'être une simple spectatrice des circonstances. Elle devient une bâtisseuse de possibilités, une créatrice de trajectoires, une personne qui agit avec intention plutôt que de réagir par défaut. Étudier la richesse devient alors un engagement profond, un chemin d'apprentissage continu, une discipline vivante. Il ne s'agit plus d'un intérêt passager, mais d'une orientation durable, une manière de structurer son esprit, ses choix, ses actions, pour construire une vie plus solide, plus libre, plus alignée avec son véritable potentiel. Poursuivons cette exploration en entrant encore plus profondément dans la mécanique invisible qui façonne la prospérité, car comprendre les principes ne suffit pas, il faut les incarner, les répéter, les intégrer dans le tissu même de ses décisions quotidiennes, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature, une manière d'être, une manière de voir et d'agir avec cohérence. Étudier la richesse, ce n'est pas accumuler des informations dispersées, ce n'est pas collectionner des idées sans jamais les mettre en pratique, c'est adopter une discipline intellectuelle et concrète, une rigueur intérieure qui transforme progressivement chaque choix, chaque habitude, chaque réaction face aux opportunités comme face aux obstacles. C'est apprendre à lire avec l'intention de comprendre en profondeur, à écouter avec la volonté d'appliquer, à observer avec l'objectif de distinguer ce qui fonctionne réellement de ce qui n'est qu'apparence ou illusion. Cette démarche demande de la maturité. Elle exige de dépasser les émotions immédiates, les peurs irrationnelles, les illusions séduisantes, pour construire une relation saine avec l'argent, une relation fondée sur la clarté, la responsabilité et la stratégie. Trop de personnes abordent l'argent avec confusion, avec inquiétude, avec des croyances limitantes héritées sans réflexion. Elles oscillent entre la peur de manquer et le désir de consommer, entre l'évitement et l'impulsion, sans jamais développer une compréhension stable et lucide. Or, la richesse ne se développe pas dans ce désordre intérieur, elle se construit dans un esprit structuré, capable de différer, capable d'analyser, capable de choisir avec discernement. Pourquoi cette exigence est-elle si importante? Pourquoi faut-il étudier la richesse avec autant de sérieux? Parce qu'elle touche à toutes les dimensions de l'existence. Elle influence la manière dont une personne organise son temps. Elle impacte ses relations. Elle conditionne sa capacité à aider, à soutenir, à construire quelque chose qui dépasse sa propre survie. Sans ressources, même les plus grandes ambitions restent souvent enfermées dans le domaine du possible non réalisé. Dans cet espace frustrant où l'on voit ce qui pourrait être fait sans pouvoir réellement agir. Avec des ressources maîtrisées, au contraire, une personne peut orienter sa vie, choisir ses priorités, investir son énergie dans ce qui a du sens, contribuer avec plus de puissance et plus de stabilité. La richesse devient alors un amplificateur. Elle ne crée pas la valeur d'un être humain, mais elle amplifie ce qu'il est déjà. Elle étend sa capacité d'action.
Elle élargit son champ d'influence, elle transforme des intentions en résultats tangibles. Mais pour que cet amplificateur fonctionne dans le bon sens, il faut une base solide. Il faut un esprit formé. Il faut une discipline constante. Car sans cela, les ressources peuvent se disperser aussi vite qu'elles apparaissent. C'est pourquoi il est essentiel de développer une compréhension fine des mécanismes fondamentaux, comprendre la différence entre dépenser et investir, comprendre comment l'épargne protège, comment le temps agit sur la croissance, comment les décisions d'aujourd'hui façonnent les réalités de demain. Il devient alors nécessaire d'observer le monde avec un regard plus attentif, plus analytique, de voir au-delà des apparences, de ne pas se laisser séduire uniquement par ce qui brille, mais de chercher ce qui est solide, ce qui dure, ce qui résiste à l'épreuve du temps. Beaucoup confondent mouvement et progression. Ils s'agitent, ils consomment, ils réagissent, mais ils ne construisent pas réellement. Ils avancent sans direction claire, ils accumulent des actions sans cohérence. La richesse, elle, demande une direction précise, une vision qui guide les choix, une capacité à dire non à ce qui détourne, une capacité à rester fidèle à un cap malgré les distractions. La discipline joue ici un rôle central, une discipline discrète, silencieuse, mais profondément transformatrice. Elle consiste à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'est pas là, même lorsque personne ne regarde, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Elle se manifeste dans des gestes simples, répétés jour après jour, mettre de côté une partie de ses ressources, éviter une dépense inutile, investir dans une compétence. Prendre le temps de réfléchir avant d'agir, corriger une erreur au lieu de la répéter. Ces gestes peuvent sembler insignifiants à court terme, presque invisibles, mais avec le temps, ils deviennent puissants, ils s'accumulent, ils créent une dynamique qui transforme progressivement la trajectoire d'une vie. Il faut également apprendre à voir l'échec autrement, non pas comme une fin, mais comme une source d'information, comme un retour précieux sur ce qui doit être ajusté, amélioré, corrigé. L'échec révèle les failles, il met en lumière les zones d'ignorance, il expose les erreurs de jugement, et celui qui accepte de l'étudier avec lucidité devient plus fort, plus précis, plus stratégique. Ceux qui réussissent durablement ne sont pas nécessairement ceux qui évitent toutes les erreurs, mais ceux qui apprennent le plus efficacement de leurs expériences, ceux qui transforment chaque chute en apprentissage, chaque difficulté en opportunité de progression. Ainsi, la richesse doit être abordée comme une discipline exigeante, presque comme une science humaine, avec ses principes, ses lois, ses mécanismes. Dépenser constamment plus que ce que l'on produit mène à l'épuisement, gaspiller empêche de construire, ignorer empêche d'évoluer, refuser la patience bloque la croissance. À l'inverse, épargner avec régularité, investir avec intelligence, développer sa valeur personnelle, cultiver la maîtrise de soi, laisser le temps agir en sa faveur, voilà des comportements qui produisent des résultats concrets, mesurables, répétés à travers les générations. Il ne s'agit pas de théories abstraites, mais de réalités observables, validées par l'expérience de ceux qui ont pris le temps d'apprendre, de comprendre et d'appliquer. Peu importe le point de départ, peu importe les erreurs passées, ce qui compte réellement, c'est la décision présente, la volonté d'avancer avec plus de clarté, plus de discipline, plus de cohérence. Car la richesse ne se construit pas en un instant, elle se façonne progressivement, elle se développe dans la durée, elle se renforce à travers chaque choix conscient, chaque effort maintenu, chaque principe respecté. Allons encore plus loin, car après la compréhension, après la discipline, après l'apprentissage des principes, vient une dimension souvent sous-estimée, mais pourtant essentielle, celle de la transformation intérieure profonde, celle qui détermine la solidité réelle de tout ce qui sera construit à l'extérieur. La richesse ne commence jamais dans les chiffres, elle prend naissance dans l'esprit, dans la manière dont une personne perçoit le monde, dans les croyances qu'elle entretient, dans le dialogue silencieux qu'elle nourrit avec elle-même, jour après jour. Avant chaque résultat visible, il existe une structure invisible, un ensemble de pensées, d'interprétations, de convictions qui orientent les décisions, qui influencent les comportements, qui façonnent les habitudes. Si l'esprit est confus, si les croyances sont limitées, si la vision est floue, alors même avec des opportunités,
même avec des ressources. Il devient difficile de bâtir quelque chose de stable, quelque chose de durable. À l'inverse, lorsque l'esprit devient clair, lorsque la pensée s'élève, lorsque les croyances s'alignent avec une vision plus grande, alors les actions gagnent en cohérence, les choix deviennent plus précis, les résultats commencent à suivre une trajectoire plus solide. Voilà pourquoi il est indispensable d'interroger ses propres idées, de remettre en question ce qui a été accepté sans réflexion, de comprendre d'où viennent certaines perceptions sur l'argent, sur la réussite, sur la valeur personnelle. Beaucoup de croyances sont héritées, transmises sans être examinées, parfois même intégrées inconsciemment à travers l'environnement, l'éducation, les expériences passées. Certaines de ces croyances peuvent être utiles. Elles peuvent encourager la prudence, la responsabilité, la rigueur. Mais d'autres peuvent limiter, freiner, saboter silencieusement toute tentative de progression. Penser que l'argent est mauvais, penser que la prospérité est réservée à une élite, penser que l'on ne mérite pas plus, ce sont des idées qui agissent comme des barrières invisibles. Elles influencent les décisions, elles réduisent les ambitions, elles empêchent de saisir des opportunités. Transformer sa relation à la richesse commence donc par une transformation de ses croyances, par une reconstruction intérieure, par un travail conscient pour adopter une vision plus juste, plus équilibrée, plus constructive. L'argent n'est ni un ennemi ni une fin en soi, il est un outil, un amplificateur, une énergie qui prend la forme de l'usage que l'on en fait. Entre des mains sages, il peut construire, soutenir, protéger, développer. Entre des mains désordonnées, il peut se disperser, se perdre, amplifier des déséquilibres déjà présents. C'est pourquoi le développement du caractère devient indissociable du développement financier, car ce que l'on devient intérieurement détermine ce que l'on saura faire de ce que l'on possède extérieurement. Il devient alors essentiel de cultiver certaines qualités fondamentales, la maîtrise de soi, la patience, la lucidité, la responsabilité, la capacité à différer les gratifications immédiates pour construire quelque chose de plus grand sur le long terme. La maîtrise de soi permet de résister aux impulsions, de ne pas céder à chaque envie, de garder une direction claire malgré les tentations. La patience permet d'accepter le temps nécessaire à la croissance, de continuer à avancer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. La lucidité permet de voir la réalité telle qu'elle est, sans la déformer, sans la fuir. Elle permet de corriger ce qui doit l'être, d'ajuster les stratégies, d'apprendre des erreurs. La responsabilité, quant à elle, marque un tournant décisif. Elle consiste à accepter que sa vie ne dépend pas uniquement des circonstances, mais aussi des choix que l'on fait, des efforts que l'on fournit, des décisions que l'on répète. C'est une posture exigeante, mais profondément libératrice, car elle redonne du pouvoir. Elle permet d'agir au lieu de subir. Elle transforme l'attente en action. À partir de ce moment, chaque décision prend du poids. Chaque habitude devient significative. Chaque progrès, même petit, devient une avancée réelle vers une construction plus solide. Il faut aussi comprendre que l'environnement joue un rôle déterminant dans cette transformation, car il influence les pensées, les standards, les comportements. Être entouré de personnes qui valorisent la facilité, qui encouragent l'excès, qui méprisent la discipline, rend le chemin plus difficile, car cela crée une tension constante entre ce que l'on veut construire et ce que l'on voit autour de soi. À l'inverse, évoluer dans un environnement où la rigueur, la responsabilité et la progression sont valorisées élève naturellement le niveau d'exigence, pousse à grandir, inspire à faire mieux. Mais l'environnement ne se limite pas aux personnes physiques. Il inclut aussi ce que l'on lit, ce que l'on écoute, ce que l'on regarde, ce à quoi l'on expose son esprit chaque jour. Les livres, les enseignements, les idées que l'on choisit d'intégrer façonnent progressivement la manière de penser. Ils nourrissent l'imaginaire, ils influencent les décisions. Nourrir son esprit avec des contenus qui élèvent, qui instruisent, qui stimulent la réflexion, devient alors une discipline essentielle, une habitude qui, avec le temps, transforme profondément la perception de la réalité. Dans cette dynamique, la notion de valeur prend une importance centrale, car l'argent ne se dirige pas au hasard, il suit la valeur, il circule là où des problèmes sont résolus,
là où des besoins sont satisfaits, là où une contribution réelle est apportée. Développer sa valeur personnelle devient alors une priorité. Apprendre de nouvelles compétences, améliorer sa capacité à servir, à résoudre, à créer, à organiser, à innover. Plus une personne devient utile, plus elle devient précieuse dans un système d'échange, plus les opportunités tendent à se rapprocher. Il ne s'agit pas de poursuivre l'argent directement, car cette poursuite peut conduire à l'épuisement, à la frustration, à des choix précipités. Il s'agit plutôt de poursuivre l'amélioration de soi, la qualité de ce que l'on apporte, la profondeur de ce que l'on construit. L'argent devient alors une conséquence, un résultat, une réponse naturelle à la valeur créée. Cette perspective change tout. Elle oriente l'énergie vers ce qui est durable, vers ce qui peut réellement grandir avec le temps. Enfin, il est essentiel d'intégrer la dimension du temps, car la richesse véritable ne se construit pas dans l'immédiateté. Elle demande une succession d'efforts réguliers, de décisions cohérentes, d'ajustements progressifs. Le temps devient alors un allié, mais seulement pour ceux qui savent l'utiliser, pour ceux qui acceptent la lenteur apparente du processus sans abandonner la vision. Construire, ce n'est pas chercher des résultats instantanés, c'est accepter de poser des bases solides, invisibles au départ, mais indispensables à toute croissance durable. Ainsi, la transformation intérieure, la discipline extérieure, la clarté mentale, la valeur créée, la patience dans l'action, tout cela s'entrelace pour former une dynamique puissante, une trajectoire qui, avec le temps, peut transformer non seulement une vie, mais aussi l'impact que cette vie aura sur les autres, sur l'environnement, sur les générations à venir. Arrivons maintenant à une dimension encore plus vaste, encore plus profonde, celle qui dépasse l'individu pour toucher à l'héritage, à la transmission, à l'empreinte que l'on laisse derrière soi. Car la richesse, lorsqu'elle est réellement comprise, ne se limite jamais à une accumulation personnelle. Elle devient une responsabilité, une continuité, une force capable d'influencer des vies au-delà de la sienne. Beaucoup vivent dans une logique de survie immédiate, concentrés sur le prochain mois, sur la prochaine dépense, sur la prochaine urgence, sans jamais lever les yeux vers un horizon plus large, sans jamais se demander ce qu'ils construisent réellement sur la durée, ce qu'ils laisseront, ce qu'ils transmettront. Pourtant, celui qui entre dans une compréhension plus profonde de la prospérité commence à penser différemment. Il élargit son regard, il sort du court terme pour embrasser une vision plus longue, plus stable, plus consciente. Il ne pense plus uniquement à gagner, il pense à construire. Il ne pense plus seulement à consommer, il pense à préserver, à développer, à transmettre. Il comprend que chaque décision financière n'est pas isolée, qu'elle s'inscrit dans une continuité, qu'elle peut soit fragiliser l'avenir, soit le renforcer. Il prend conscience que ses habitudes d'aujourd'hui peuvent devenir les fondations de demain, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui viendront après. La richesse prend alors une dimension presque silencieuse mais puissante. Elle devient un moyen de créer de la stabilité, de réduire la peur, d'offrir plus de choix, plus de sécurité, plus de dignité à ceux qui dépendent de nous ou qui croiseront notre chemin. Elle permet de sortir du cycle de l'urgence permanente, de remplacer la réaction par la préparation, la contrainte par la liberté, l'incertitude constante par une forme de sérénité construite. Elle permet de dire oui avec plus de facilité à ce qui compte vraiment, et non avec plus de fermeté à ce qui détourne de l'essentiel. Mais cette capacité de transmission ne se limite pas à l'argent lui-même. Elle inclut les habitudes, les valeurs, les principes, la manière de penser, la manière de décider. Une personne qui apprend à gérer avec sagesse, à investir avec intelligence, à agir avec discipline, transmet bien plus qu'un patrimoine matériel. Elle transmet une manière d'être, une structure intérieure, une philosophie capable de traverser le temps. Elle offre un exemple. Elle montre qu'il est possible de vivre autrement, de construire autrement, de choisir autrement. Imagine ce que cela représente, une vie où il y a moins de peur, moins de dépendance, moins de précipitation et plus de clarté, plus de préparation, plus de liberté. Une vie où les décisions ne sont pas dictées uniquement par l'urgence, mais guidées par une vision, une direction, un sens. Une vie où l'on peut aider sans se mettre en danger, où l'on peut soutenir sans s'effondrer, où l'on peut donner sans s'épuiser.
Voilà ce que permet une richesse construite avec conscience, avec discipline, avec responsabilité. Cependant, pour que cette richesse reste une force positive, il est indispensable de l'accompagner d'un caractère solide, d'une maturité intérieure, car sans cela, elle peut devenir un piège, une source de déséquilibre, une amplification de faiblesses déjà présentes. Développer ses ressources sans développer son esprit, c'est risquer de perdre ce que l'on a construit. C'est risquer de se perdre soi-même dans ce que l'on possède. C'est pourquoi le travail intérieur doit avancer au même rythme que le progrès extérieur, l'un soutenant l'autre, l'un renforçant l'autre. Il devient alors essentiel de continuer à grandir en tant que personne, de devenir plus lucide, plus calme, plus maîtrisé, plus aligné avec des valeurs solides. De développer une vision capable de porter des projets plus grands, une discipline capable de soutenir des efforts plus longs, une intelligence pratique capable de gérer des responsabilités plus importantes. Car à mesure que les ressources augmentent, les responsabilités augmentent également. Et sans préparation intérieure, cet élargissement peut devenir difficile à porter. Dans cette construction, la patience reste une clé majeure, une qualité souvent négligée dans un monde qui valorise la rapidité, l'immédiateté, les résultats visibles. Pourtant, les fondations solides se construisent lentement. Elles demandent du temps, de la répétition, de la persévérance. La réputation ne se bâtit pas en un jour. La maîtrise ne s'acquiert pas en quelques semaines. La liberté financière elle-même est souvent le résultat d'années de discipline, d'ajustement, de décisions réfléchies. Il faut apprendre à supporter la lenteur sans perdre la direction, à avancer sans se laisser distraire par les illusions de succès rapide. Il faut également se méfier des apparences, car ce qui brille rapidement s'effondre souvent tout aussi vite, tandis que ce qui se construit en profondeur, même s'il est invisible au début, résiste au temps, aux épreuves, aux changements. Il ne s'agit pas de paraître prospère, mais de le devenir réellement. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de construire. Il ne s'agit pas de chercher l'admiration immédiate, mais de développer une force durable, indépendante du regard des autres. L'entourage, encore une fois, joue un rôle déterminant dans cette phase, car il influence la vision, les standards, les choix. Être entouré de personnes qui valorisent la croissance, la discipline, la responsabilité permet de maintenir un cap élevé, de rester aligné avec ses objectifs, de ne pas céder aux distractions ou aux dérives. Chercher des mentors, même à travers des livres, des enseignements, des parcours inspirants, devient une stratégie essentielle pour nourrir son esprit, pour élargir sa perspective, pour renforcer sa détermination. Enfin, il y a cette notion fondamentale de responsabilité personnelle, une clé souvent difficile à accepter, mais absolument indispensable. Tant que l'on attend que quelqu'un d'autre vienne organiser son avenir, on retarde sa propre évolution, on limite son propre potentiel. Accepter que sa vie dépend en grande partie de ses choix, de ses actions, de ses décisions, c'est reprendre le pouvoir, c'est sortir de la passivité, c'est entrer dans une dynamique de création consciente. La richesse, dans sa forme la plus noble, devient alors un moyen de contribution. Une manière d'apporter quelque chose au monde, de soutenir, d'aider, de construire au-delà de soi-même. Donner avec sagesse, avec intention, avec équilibre, permet de rappeler que l'abondance n'est pas uniquement personnelle, elle peut devenir collective, elle peut élever, encourager, transformer d'autres vies. Ainsi, la construction de la richesse dépasse largement l'objectif initial de sécurité ou de confort. Elle devient un chemin de transformation, une école de discipline, une opportunité de croissance intérieure, une possibilité de laisser une trace positive, durable, alignée avec une vision plus grande que soi.